Donc, on va démarrer ce troisième module qu'on a dédié à la fiscalité des entreprises. On va revoir un peu le programme de baisse du taux d'impôt sur les sociétés, les quelques petits changements, mais très très minimes. La revalorisation des seuils du micro, changement de régime fiscal des BNCBA. Pour les BA, possible étalement de l'IR, on verra ça. Les associations, la franchise des activités accessoires. La facturation électronique entre assujettis, le mécénat d'entreprise. Un petit point sur le crédit d'impôt recherche, la fiscalité des véhicules, dispositif de suramortissement et la dispense d'agrément en cas de transfert de déficit, où Christopher nous en parlera. Sur le barème de l'impôt société, alors pas grand-chose, c'est un barème qui était déjà en place. Donc, comme vous le voyez, le seul changement concerne les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une baisse un peu plus ralentie, on va dire, dans cette loi de finances 2020. Mais sinon, l'idée, c'était ici de vous reprojeter le calendrier de baisse de l'impôt société, qui n'a pas bougé par rapport à l'an dernier. Et donc, notamment pour les exercices ouverts en 2019, donc ça veut dire notamment les bilans qu'on va arrêter là, du 31 décembre 2019. Le taux d'impôt société, on va dire, est à 28% tant qu'on ne dépasse pas 500 000 euros de bénéfices pour nos clients. Alors bien sûr, il y a toujours le taux réduit de 15%. Et puis pour les exercices qui seront ouverts en 2020, donc à partir du 1er janvier 2020, on sera toujours à 28%, mais là, peu importe le niveau du bénéfice, c'est-à-dire y compris si on a un bénéfice supérieur à 500 000 euros. Voilà, et là, je ne parle pas des entreprises de plus de 250 millions d'euros qui, elles, seront soumises à 31% sur la partie du bénéfice supérieur à 500 000. On peut voir là, que les grands groupes ont été sollicités, puisqu'ils restent à 31 en 2020 et à 27,5 en 2021. Ça a été aussi au moment des Gilets jaunes, puisque pour financer les 10 milliards de mesures Gilets jaunes, notamment la prime Macron, on a demandé aux grands groupes d'infléchir la trajectoire de baisse de l'IS et donc de faire des efforts pour financer les mesures impôt sur le revenu. Alors ici, ça concerne la revalorisation triennale des seuils du micro, micro-entreprise. Donc je vous rappelle qu'il y a ces 2 ou 3 ans, les seuils du micro, BIC, micro BNCBA avaient été doublés, on va dire doublés. Et donc là, ils sont simplement revalorisés. Ils passent de 170 à 176 200 pour tout ce qui est achat-revente en micro-BIC et de 70 000 à 72 500 pour tout ce qui concerne les prestations de services. Et donc, on vous rappelle que maintenant, je dirais, les seuils qui avant étaient communs entre les micro-BIC et la franchise de TVA, maintenant ne sont plus communs. Et tout à l'heure, dans le module dédié à la TVA, on verra que les seuils de TVA ont été revalorisés, mais restent toujours en décalage avec les seuils micro-BIC, micro-BNC, micro-BA. En sachant que ce n'est pas des petites revalorisations, puisque là, on passe quand même de 170 à 176, et ce sera tous les 3 ans qu'il y aura une revalorisation de l'ensemble des seuils. Alors ici, une précision, c'est que effectivement, quand on a des changements de régime en BNCBA, par exemple, on passe d'un régime micro à un régime réel ou vice-versa, il peut y avoir des conséquences et notamment, on peut trouver des situations soit de double imposition de recettes ou de non-imposition de recettes. Et donc, dans la loi de finances de cette année, les choses ont été recalées, on va dire, pour éviter soit cette non-imposition, soit cette double imposition. On va prendre simplement l'exemple du bénéfice agricole qui passe du micro-BA à un régime réel d'imposition. Donc en micro-BA, les recettes déclarées sont les recettes encaissées, alors que dès lors qu'on passe dans un régime réel, c'est les recettes constatées. Donc la loi de finances prévoit que les recettes inscrites au bilan d'ouverture soient intégrées dans le bénéfice imposable après déduction d'un abattement de 87% qui doit être l'abattement applicable au micro-BA. Voilà. Donc ça, c'était simplement sur cette mesure. Il n'y a rien à... Non, rien à rajouter. C'est pour éviter que, aussi, on joue des fois, parce qu'on le sait, pour éviter de dépasser des seuils de micro, on bascule certaines factures l'année d'après. C'est aussi un garde-fou de l'administration fiscale qui veut vérifier que les factures et les encaissements sont bien raccords sur chaque exercice. Ils sont bien, au final, tous déclarés. On reste sur les bénéfices agricoles. Donc, il existe en BA, bénéfices agricoles, donc la possibilité, quand on passe d'un régime IR à un régime IS,
Donc ça entraîne évidemment les effets de la cessation d'activité sur le plan fiscal, et donc avec des conséquences fiscales dans le dernier résultat imposable à l'impôt sur le revenu. Et donc, il est prévu, il y a déjà un système d'étalement qui existait, donc d'étaler, je dirais, les impacts liés à ce passage sur 5 ans de l'imposition, donc sur 5 années d'impôt sur le revenu, possibilité de l'étaler. Et simplement, la loi de finances ici fait rentrer un élément en plus dans ce dispositif d'étalement, à savoir les conséquences qui résultent de la valorisation de certains stocks, puisqu'en régime en matière BA, il y a des modalités d'évaluation des stocks qui sont un peu particulières, et notamment il existe un mécanisme optionnel de blocage qui tombe lorsqu'on opte à l'impôt société et qui donc entraîne des conséquences fiscales qui dorénavant pourront être étalées sur 5 ans. Ici, ça concerne les organismes sans but lucratif. Donc, vous savez que dans les organismes sans but lucratif, parfois, il peut y avoir des activités lucratives accessoires qui, du coup, restent hors champ des impôts commerciaux dès lors que ces activités ne dépassent pas un certain seuil, qui est de 63 059 €. Simplement, la nouveauté, ce seuil est revalorisé de manière assez importante puisqu'il est maintenant de 72 000 €. Alors attention, qu'on soit clair, une association qui est lucrative de manière prépondérante n'a pas le droit à cette franchise. Seules les associations dites non lucratives, donc d'intérêt général, pour résumer, qui ont un petit secteur lucratif, bénéficient de cette franchise. Par contre, si vous avez une association qui est principalement lucrative, voire totalement lucrative, elle ne bénéficie pas de cette franchise et des impôts commerciaux. Faites attention à ça. Alors oui. Juste un petit point, alors ça c'est un point important, et d'ailleurs on va faire un focus, un zoom dessus, puisqu'il y a une obligation qui va arriver donc à horizon 2023 pour les professionnels qui travaillent en B2B, qui font des opérations avec d'autres professionnels, des obligations de dématérialisation de leurs factures et également d'envoi des données de ces factures électroniques vers l'administration fiscale. Et donc on va faire un zoom plus particulier sur cette partie-là. Donc Christopher, là, concernant ces nouvelles mesures, quel lien en fait entre aujourd'hui cette nouvelle obligation de facturation électronique et la PAF, la piste d'audit fiable? Alors la piste d'audit fiable, je fais un petit clin d'œil à nos amis de l'audit, puisque c'est une mesure, on va dire un thème qu'on met en avant là dans le groupe depuis quelques mois. En fait, aujourd'hui en France, il n'y a pas d'obligation de recourir à une facturation électronique. C'est pas obligatoire. Simplement, tous ceux qui commencent à se transférer des factures en PDF doivent mettre en place une piste d'audit fiable, c'est-à-dire un process qu'on est capable de fournir à l'administration fiscale pour démontrer que tout se passe bien entre le moment où j'édite mon bon de livraison, mon bon de commande et la facture finale. D'accord. Ça, c'est une chose. Là, la loi va beaucoup plus loin. La loi, elle dit en 2023 pour les grands groupes et en 2025 pour les petites entreprises, entre assujettis, vous devrez vous communiquer vos factures sous format électronique. Et si vous ne le faites pas, il y aura un sujet au niveau de la TVA déductible, encore une fois, comme tout à l'heure, sur la livraison intra-com. Okay. D'accord. Et du coup, dans le texte aussi, on nous parle de dispositif facture X. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Oui, ce qui se passe, c'est que la France et l'Allemagne ont un projet de convergence de facturation électronique. Et en fait, le système européen partira sur ce système. Ça consistera en deux choses. L'entreprise envoie à son client fournisseur une facture PDF. Et il y a un deuxième fichier qui sera un petit fichier qui ira se mettre dans la comptabilité du client ou du fournisseur. Ce qui fait que tu n'as plus d'opérateur comptable qui saisit la facture, ça vient automatiquement dans les logiciels. Et la mesure d'après qui va s'organiser, c'est que ta facture est PDF, ton petit fichier qui va dans le logiciel, et la troisième chose, c'est que ce petit fichier, il partira peut-être à l'administration fiscale. Oui, c'est ça, puisque donc j'ai bien compris l'obligation, quand on est en B2B, d'envoyer ses factures en dématérialisé. Mais j'ai cru comprendre aussi qu'effectivement, on devait également envoyer les données vers l'administration fiscale, c'est ça? C'est ça. En 2023-2025, donc grand groupe ou petite entreprise, ils vont mettre en place l'obligation de fournir les données de facturation électronique à l'administration fiscale. Ça permettra à l'administration de préparer une pré-CA3. C'est-à-dire qu'à partir des éléments de facturation de ce fichier, l'administration va pouvoir comparer entre la CA3 que tu vas déposer et le fichier qu'elle aura reçu et voir s'il n'y a pas des bugs. S'il y a des bugs, ça entraînera automatiquement un contrôle. Et à terme, encore plus loin, le projet,
c'est de mettre ça sur une plateforme commune où le client, enfin l'entreprise ira mettre la facture sur la plateforme, le client ou le fournisseur ira récupérer cette facture et l'administration pourra aussi venir récupérer les données de cette facture. Okay. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour ceux qui connaissent et qui répondent à des appels d'offres, la plateforme Chorus Pro. C'est exactement le même système, donc à terme, l'administration connaîtra en live tes données de facturation. D'accord, donc effectivement tout ça, ça veut dire que c'est 2023-2025, c'est encore loin, mais ça va impacter tous nos clients dans leur système de facturation. Et okay. Donc là, il y a une action qui est organisée par le service audit et les métiers de l'audit sur la PAF et donc plus généralement à terme sur la facturation obligatoire entre entreprises. Écoute, c'est très clair. Merci Christopher. Alors, ce point-là, le mécénat. Alors, c'est pas que ça va impacter nos clients, hein, puisque ça concerne dorénavant, enfin, la mesure concerne les dons qui dépassent 2 millions d'euros. Donc, c'est quand même pas tous les jours. Mais pourquoi on vous en parle? C'est un peu pour la petite histoire, parce qu'en fait, c'est suite à Notre-Dame de Paris. Je vous rappelle, quand Notre-Dame de Paris a brûlé il y a quelques mois, au printemps 2019, qu'est-ce qui s'est passé? LVMH, Kering, Total, Co ont tous annoncé 200 millions, 100 millions de dons pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Et pour la petite histoire, il y a un journaliste qui a creusé la question pour savoir quel était l'intérêt fiscal pour eux de faire ça. Et l'intérêt fiscal, il a découvert que c'était de bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%. Et donc il s'est dit, bah tiens, si Kering ou LVMH verse 200 millions, ça va en fait coûter 120 millions à l'État, 60% de 200 millions, et ça coûte que 80 millions à Kering. Et donc de là est paru plusieurs articles. Et donc en fait, dans la loi de finances, on nous a intégré, à la demande de certains députés et sénateurs, le fait que dès que vous dépassez 2 millions d'euros de dons, vous n'avez plus un taux que de 40% au lieu de 60%. Alors la petite blague, c'est que cette disposition rentre en vigueur au 1er janvier 2019, donc c'est-à-dire rétroactivement avant le drame, entre guillemets, sur Notre-Dame de Paris. Donc Kering, LVMH, Total, tous les donateurs pour Notre-Dame de Paris seront concernés par cette mesure. Et donc voilà, l'effet de la pub par les médias fait qu'ils perdent leur avantage fiscal. Et puis il y a un deuxième sujet qu'on avait déjà vu l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un plafond en matière de mécénat qui est de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. L'année dernière, vous avez créé un deuxième plafond alternatif qui était de 10 000 euros. Et donc 10 000 euros a été jugé trop court par certains. Et donc on est passé à un plafond alternatif à 20 000 euros au lieu de 10 000. Crédit d'impôt recherche, donc là, quelques petits changements, Christopher, mais mineurs. Mineurs, alors vous savez, le crédit d'impôt recherche, principale niche fiscale en France, hein, c'est celle qui coûte le plus, avec le CICE qui a disparu, mais c'était la deuxième, elle devient première niche fiscale en France. Alors, gros débat parlementaire entre certains députés sénateurs qui voulaient raboter le CIR, considérant qu'il n'est pas efficace, et de l'autre côté, certains députés, notamment de La République En Marche, qui considèrent que si on bouge trop le CIR, on va perdre l'arrivée de grosses entreprises, notamment de leur centre R&D. Donc, il y a eu une espèce de juste milieu où on a abaissé, aujourd'hui dans le crédit d'impôt recherche, vous avez le droit à un forfait sur les dépenses de personnel qui a été un petit peu abaissé. Bon, c'est tout léger, ça entraîne pas grands impacts pour les grandes entreprises, mais voilà, au moins on peut dire politiquement qu'on a un petit peu rectifié le CIR. La chose quand même à noter, c'est qu'on supprime en 2022 les crédits d'impôt collection et les crédits d'impôt innovation. C'est le fameux C2I. Donc ne restera que le crédit d'impôt recherche. Là, c'est pareil. Notre position au niveau du club fiscal et de TGS France Avocat est très claire sur les crédits d'impôt recherche. Faut monter des dossiers techniques, donc faut être soit on fait appel à nos partenaires, je pense notamment à Quadrinov là immédiatement, soit vous demandez aux clients qui fassent le nécessaire auprès de ses partenaires pour avoir des dossiers techniques et scientifiques qui soient irréprochables, parce que le temps du crédit d'impôt recherche fait au coin de la table lors d'un bilan est révolu, et aujourd'hui l'administration nous les demande systématiquement. Donc sur le CIR, effectivement, le message c'est ne vous lancez pas là-dessus sans échanger avec les avocats fiscalistes, avec les équipes de Christopher sur le sujet.
Alors, fiscalité des véhicules, alors effectivement, il va y avoir des changements, c'est-à-dire que c'est au niveau de la procédure d'immatriculation, il y a des changements, c'est revu. Alors, la conséquence, ça va être quoi? C'est globalement, les taux d'émission qui seront affichés sur les cartes grises, notamment, seront plus élevés en 2020. Hein. Et donc, du coup, parallèlement à ça, il y a eu plusieurs mesures. Une première mesure qui consiste à revoir un peu les barèmes, notamment sur tout ce qui concerne les plafonds d'amortissement des véhicules de tourisme et la TVS, revoir les barèmes pour se neutraliser les effets de cette hausse finalement du taux d'émission de CO2. Hein, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand même, c'est tout ce qui va concerner notamment, principalement tout ce qui est malus écologique, hein, ou éco-pastille, avec des barèmes qui sont durcis, hein, et notamment avec des montants de taxes augmentés qui vont surtout pouvoir atteindre 20 000 euros. Là, aujourd'hui, on était à 10 500 euros au maximum. Et donc, Christopher, pour ta Ford Mustang, eh bien, ça va te coûter 20 000 euros. C'est ça. Donc, on double pour toutes ces grosses voitures, à pas mal de chevaux et qui consomment aussi beaucoup, évidemment. On double quasiment, on passe à 20 000. Alors, vous voyez que pour ma petite Twingo, il n'y aura pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à terme, on devrait aussi avoir des taxes lorsqu'on fera des transactions à l'occasion, c'est-à-dire si on se vend tous les deux notre véhicule respectif, eh bien, on pourrait se retrouver dans quelques années à avoir aussi un bonus-malus sur l'occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça vient du Dieselgate et du groupe Volkswagen. Ce n'étaient pas les seuls, hein, tout le monde était concerné. Et grosso modo, quand ils faisaient les mesures de dioxyde d'émissions, en fait, ils arrivaient à abaisser d'environ 28 grammes. Donc, ce qui est énorme. Hein. C'est pour ça que si on laissait faire ces nouvelles mesures qui allaient augmenter automatiquement de 28 grammes tous les véhicules, eh bien, tout le monde se prenait une hausse de fiscalité, de TVTS, d'amortissement, de taxes, etc. Et donc, du coup, quand on veut, on peut. Nos amis politiques ont décidé d'aménager le barème TVTS notamment pour rehausser automatiquement de 28 grammes pour éviter qu'il y ait des surcoûts sur la fiscalité des véhicules qui est, faut se le dire clairement, aujourd'hui matraquée en règle et c'est pas fini puisque de aujourd'hui jusqu'en 2025, on aura chaque année quasiment une réforme, soit sur les taxes carte grise, soit sur les véhicules d'occasion. On en reparlera l'année prochaine. Le point suivant, c'est sur les dispositifs de suramortissement, donc des nouveaux dispositifs qui sont mis en place. Hein, l'idée ici, c'est comme l'indique le titre, hein, c'est de soutenir les secteurs concernés par la fin de l'avantage fiscal sur le GNR et donc d'encourager l'utilisation de véhicules moins polluants hein, dans certaines activités qui utilisaient jusqu'ici, qui utilisent encore le gasoil non routier, le GNR. Hein. Donc un premier dispositif qui concerne les engins routiers, notamment utilisés par tout ce qui est entreprise du bâtiment, travaux publics. Donc pour certains engins hein, qui utiliseront des énergies alternatives, eh bien, il y aura la possibilité d'amortir, de faire un suramortissement de 40% et c'est même 60% pour nos clients puisque 60% pour les PME au sens communautaire, notamment qui emploient moins de 250 salariés, etc. Hein, donc 60% là-dessus. Et puis un deuxième dispositif, puisque forcément la distribution du GNR va diminuer. Hein, donc pour les entreprises qui étaient distributrices de GNR, elles vont sûrement connaître une baisse de chiffres sur cette activité-là. Et donc, il y a un dispositif de suramortissement qui est créé pour ces entreprises qui vont installer demain des unités de stockage et de distribution de gazole naturel, hein, tout ce qui est lié avec le chauffage, par exemple. Et donc, sur ces investissements, ils pourront également bénéficier d'un suramortissement de 40%. Alors, dernier point technique, mais je sais, pour discuter souvent avec vous, que là, ça va en concerner certains. Vous savez, on avait toujours un problème, c'est lorsqu'on fusionne des sociétés, fusion, TUP, peu importe. Le principe, c'est que le déficit de la société qui est absorbé est perdu. Sauf si vous faisiez une petite demande d'agrément à l'administration fiscale en envoyant toutes les liasses fiscales, la justification de votre déficit, les millésimes, etc. C'était toujours un peu délicat parce qu'il fallait envoyer aux impôts cette demande d'agrément. On avait souvent peur qu'il y ait un petit contrôle qui s'enclenche derrière et certains ne le faisaient pas aussi par méconnaissance. Pour simplifier la vie des opérateurs, notamment sur les fusions, dorénavant, vous pourrez être dispensé de cet agrément dès lors que vos déficits en cause
ne dépasse pas 200 000 euros. Et donc là, attention, ça va être assez intéressant, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de faire cette demande d'agrément. Il suffira que vos sommes en jeu ne dépassent pas 200 000. Alors tout ce qui vient des holdings n'est pas concerné, évidemment. Et évidemment, durant la période au cours de laquelle les déficits ont été constatés, la société absorbée n'a pas vendu l'activité. Logique, j'absorbe un boulanger, mais qui a une SARL, par exemple, qui avait une activité de boulangerie avec un déficit de 100 000 euros, sauf que l'activité de boulangerie a été vendue. Évidemment, l'administration considère que la vente de la boulangerie, la vente du fonds, fait automatiquement perdre le déficit. Donc, n'essayez pas de dire je transfère ce déficit automatiquement à ma société absorbante alors que vous n'avez plus l'activité. Le déficit est attaché à l'activité et donc, pour que ce dispositif fonctionne, il faut que le déficit soit transféré avec l'activité. Mais dès lors que vous êtes dans ces conditions qui sont relativement simples, eh bien, vous n'aurez plus de dispense d'agrément. Donc, c'est une simplification qui est la bienvenue.